Bonjour les amis et merci de vous installer relativement vite. Je suis Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. J'ai autour de moi M. Cheikh Kanté, ministre d'État de la République du Sénégal. Christine Lagarde, qui n'a pas besoin d'être présentée. Merci Christine d'être avec nous. Et j'allais dire surtout, nous sommes en lien direct avec le président Macky Sall, président du Sénégal. Je ne sais pas, cher président, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, professeur Christian de Boissieu. Merci d'être avec nous. Bonjour également, docteur Cheikh Kanté, ainsi que Christine Lagarde. Merci, président, d'être avec nous. Je sais que vous êtes un ami du Cercle parce que vous êtes intervenu ici à plusieurs reprises et votre présence est très importante, même quand elle est en visio. Je voudrais remercier le docteur Cheikh Kanté pour avoir organisé en particulier cette session. Merci à Christine d'être avec nous. Peut-être avant de vous poser la première question, je voudrais exprimer un sentiment personnel, mais peut-être partagé par la plupart d'entre vous. Je voudrais dire au président Cheikh Kanté combien nous sommes admiratifs devant l'élégance de son geste et sa dimension démocratique. Voilà, vous avez tous compris ce que je vise. Et je n'irai pas plus loin, je n'ai pas à m'insérer et m'intégrer dans la politique interne du Sénégal, mais je voulais, Président, vous remercier pour tout ce que vous faites. Alors, je vais démarrer. Je pose les premières questions avec l'accord de Christine. Je pose les premières questions au président Macky Sall. Vous avez, vous, le Sénégal, et vous, président du Sénégal, vous avez présidé l'Union africaine pendant 1 an, jusqu'en février 2023. Je suis obligé de vous bousculer un peu, excusez-moi, parce que la session est à la fois très importante et forcément un peu courte. En quelques mots, quelles principales leçons vous avez-vous tirées de votre présidence de l'Union africaine pendant 1 an? Merci beaucoup, professeur Christian de Boissieu. Encore une fois, je salue le panel et je salue le public des journées d'Aix-en-Provence. Je suis très heureux de pouvoir répondre à votre question. Lors de ma présidence de l'Union africaine, bien sûr, nous avions des défis majeurs et globaux. Il y a eu la Covid-19, il y a eu aussi les conséquences de l'invasion de l'Ukraine, une guerre majeure qui a entraîné une rupture des chaînes d'approvisionnement, un renchérissement des facteurs de production, notamment en matière agricole, en ce qui concerne les fertilisants en particulier, mais aussi la disponibilité du blé, qui était encore une céréale très importée en Afrique. Alors, devant ces urgences et l'urgence de l'autonomie ou de la souveraineté pharmaceutique, parce que la Covid a montré également les vulnérabilités du continent, et il a fallu donc travailler en même temps sur tous ces sujets et sur les sujets de la gouvernance économique mondiale, de la gouvernance politique aussi, la réforme du Conseil de sécurité, la réforme des institutions de Bretton Woods, pour pouvoir mener de concert une collaboration et une coopération internationale qui soit équitable, qui soit conforme à la configuration actuelle du monde. Et heureusement, d'ailleurs, nous pourrons y revenir peut-être, la conférence de Paris la semaine dernière ou les 2 semaines dernières ont montré qu'il y a des risques de fragmentation si vraiment les réformes nécessaires ne sont pas faites pour la gouvernance mondiale. L'autre point important de cette gouvernance, de cette présidence, a été la bataille pour une juste transition énergétique. Le continent africain a plus de la moitié de sa population, soit plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Alors dans ces conditions, si nous voulons mener la bataille pour le climat, il faut aussi qu'il y ait de l'équité et de la justice climatique. Donc là aussi, ça a été un des grands sujets, en plus naturellement du sujet permanent de la lutte contre le terrorisme. Voilà, et bien sûr, l'adhésion de l'Afrique au G20, et je profite pour remercier tous les pays membres du G20. Je
pense que ce sera acté à New Delhi prochainement. Je reviendrai, Président, sur ce point, y compris dans le débat avec Christine. Vous avez parlé de la conférence de Paris sur le pacte financier, nouveau pacte financier mondial, auquel vous avez assisté, conférence à laquelle vous avez assisté en personne. Est-ce que vous avez quitté Paris à la suite de cette conférence, content ou pas content? Oui, j'ai quitté Paris content, puisque quand même, il faut reconnaître qu'il y a des progrès. Évidemment, les progrès ne sont pas toujours à la hauteur du rythme que nous voulons, mais il y a des avancées, lentes mais sûres, et maintenant il faut accélérer et accompagner ce mouvement. Aujourd'hui, si on arrive à mettre en place un dispositif qui permette de revoir un peu l'histoire des droits de tirage spéciaux, à la lumière de ce que le monde est aujourd'hui, peut-être il y aura un équilibre plus juste. En ce moment, les Africains pourront accéder plus facilement aussi au marché des capitaux, et l'injustice que l'Afrique subit, ainsi que les pays en développement, il n'y a pas que l'Afrique, sur les systèmes de notation qui renchérissent les taux de crédit, tout cela permettrait une plus grande mobilisation des ressources et donc permettrait de développer plus rapidement le continent. Et un développement du continent sera une bénédiction pour l'ensemble des pays développés, puisque c'est un marché vaste de 1,4 milliard d'habitants, dont au moins 300 millions d'une classe moyenne capable d'acheter et avec un pouvoir d'achat. Mais surtout, c'est également toutes les opportunités pour la construction d'un vaste territoire de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Alors tout le monde peut y gagner. Donc il faut simplement revoir les conditions d'accès au financement. Et ça, je pense, Paris nous a montré la voie et il faudra suivre avec tous les pays le processus de mise en œuvre. Je crois que, en tout cas, je suis très satisfait de ce qui s'est passé à Paris dernièrement. Merci, Président. Christine, je te voyais à la télévision pendant la conférence de Paris. Tu étais effectivement là. Toi, tu es sortie de là contente? Je crois que un des grands avantages de la conférence de Paris, ça a été d'abord de enfin finaliser l'accord sur le financement de 100 milliards de dollars pour les pays en voie de développement pour aider à leur transition climatique. C'était promis depuis 7 ans, ça n'était toujours pas arrivé, ça a été finalisé grâce à l'apport d'un certain nombre d'économies avancées. La deuxième vraie avancée, ça a été la conclusion de la restructuration de la dette de la Zambie, qui était un chantier qui traînait depuis longtemps et qui a permis, grâce à la présence notamment du Premier ministre chinois et sous l'impulsion du Trésor français, de résoudre le chantier de la restructuration de la dette zambienne. Ça n'est pas le dernier chantier dans ce domaine-là, mais ça a servi vraiment, je l'espère, de jurisprudence pour ce qui reste à faire. Et puis, il y a tous les chantiers que le président Macky Sall vient de mentionner. Président, je suis ravi de vous voir. Je n'ai pas de fable d'A La Fontaine à vous offrir aujourd'hui, mais on se retrouvera un jour. Ah, j'en suis sûr. Président, je reviens vers vous. Vous avez parlé de la gouvernance, du rôle de l'Afrique dans la gouvernance. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays africain membre du G20, l'Afrique du Sud. Alors certes, les Africains, comme les Européens, comme tout le monde, sont représentés par le directeur général du FMI, par le président de la Banque mondiale, mais je veux dire en termes de pays, il y a un seul pays africain membre du G20, ce qui paraît quand même un peu court. Concrètement, est-ce que vous pensez que ces dossiers sur le rééquilibrage de la gouvernance mondiale, sur la réforme du système financier international qui ont été à l'agenda de Paris, la conférence de Paris, est-ce qu'il y a des avancées concrètes et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des avancées concrètes? Oui, il y a des avancées dans la mesure où l'ensemble des pays membres du G20 ont donné leur accord pour que l'Afrique obtienne ce siège permanent. Et par des engagements bilatéraux, chaque pays a eu à écrire pour donner son soutien. Donc aujourd'hui, je pense que lors du prochain sommet de l'Inde, nous aurons vraiment le siège permanent pour le G20. Restera pour l'Afrique
de voir comment occuper le siège et comment le rentabiliser, puisque être membre du G20, c'est également travailler tout au long de l'année sur les différents sujets, les sujets de l'OMT, les sujets de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les sujets également avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale sur la finance internationale, les sujets sur la transition énergétique. Je salue d'ailleurs ce qui a été fait lors du sommet de Paris récemment. Le Sénégal a signé son JETP pour s'engager d'ici 2030 à avoir 40% de son énergie qui soit renouvelable. Au moment où je vous parle, nous sommes à 31%. Et aussi, nous aurons un financement de l'ordre de 2,5 milliards d'euros ou de dollars pour accompagner cette transition énergétique. Donc, c'est des petits pas, mais ce sont des pas importants. Et oui, pour le G20, je pense que notre plaidoyer a été entendu, puisque l'Afrique réunie faisait à peu près, était un peu à la 8e place mondiale en termes de PIB. Donc aujourd'hui, admettre le continent en tant qu'Union africaine, comme l'Union européenne, était vraiment une injustice qui a été réparée. Et c'est le moment, le lieu de saluer vraiment les pays du Nord, les pays membres du G20, qui ont enfin accepté de faire ce pas qualitatif. Il restera maintenant la gouvernance financière mondiale, il restera aussi la réforme du Conseil de sécurité et la juste transition énergétique. Nous allons, en collaboration avec nos partenaires, poursuivre ce combat. Merci. Christine, je reviens vers toi en tant qu'ancienne directrice générale du FMI. L'hypothèse d'un Africain à la tête du FMI, c'est une hypothèse pour le court terme? Je suis ancienne directrice générale du FMI. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ancienne. Ça sera aux pays membres des institutions internationales de le décider. Mais ce qui est certain, c'est que les pays africains ont 2 sièges au Fonds monétaire international, 3 sièges à la Banque mondiale. Je pense que le 3e siège représentant les pays africains au sein du FMI devrait être envisagé dans un avenir très, très proche, parce que ça serait une légitime représentation d'un continent qui est très important et qui doit pouvoir à la fois bénéficier des soutiens, bénéficier de quotas et avoir une représentation digne de la taille de son pays et de sa population. Merci, Président. Je reviens vers vous. Vous avez dit, voilà, je reviens vers vous sur un sujet monétaire et financier, puisque à cause de l'inflation, comme vous l'avez suivi, il y a eu un resserrement des politiques monétaires dans beaucoup de pays, y compris chez nous, dans les pays avancés, avec les conséquences pour vous, pays du Sud, des sorties de capitaux, et dans certains pays africains, des problèmes d'évaluation ou de baisse du taux de change. Est-ce que ce sujet monétaire, inflation, hausse des taux d'intérêt, mouvement de capitaux, est-ce que ce sujet vous préoccupe? Oui, c'est un sujet qui me préoccupe, qui préoccupe tous les dirigeants du continent et tous les dirigeants du monde, puisque nous avons vécu à la fois une inflation galopante, j'allais même dire exponentielle, due non seulement aux effets de la Covid, avec toutes les ressources qui ont été injectées dans certains grands pays, mais aussi avec la rupture des chaînes d'approvisionnement. Cette inflation, les pays en développement n'ont pas pu développer des mécanismes de protection, notamment on n'a pas eu de plan pour racheter la dette des États et leur permettre d'avoir plus de trésorerie. Au même moment, les marchés financiers ont été plus ou moins fermés, puisque pendant 2 ans, depuis 2 ans, 2022-2023, dans la zone UEMOA, où nous avions que 3 pays d'ailleurs qui pouvaient accéder à ces marchés, c'était la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. Aucun des 3 n'a pu être sur le marché, puisque les taux étaient de plus de 10% de taux d'intérêt. Alors, donc nous nous sommes tous retrouvés sur les marchés internes avec la monnaie locale, et cela a créé encore des tensions. La Banque centrale a augmenté ses taux directeurs pour essayer de lutter contre disons, cette inflation, mais aussi contre la perte des réserves. Alors, c'est des situations très difficiles. C'est pourquoi nous pensions que l'octroi,
la réallocation des droits de tirage spéciaux pourrait donner un peu de frais et d'oxygène à nos pays. Évidemment, cela tarde encore à être fait, mais c'est une situation extrêmement préoccupante. Il y a des difficultés dans la mobilisation du Trésor dans les États. Je pense qu'il est important que cette opération sur les DTS soit vraiment activée. Merci, Président. Christine, je continue les questions provocantes. Quand on dirige la Banque centrale européenne, est-ce que c'est possible de tenir compte des répercussions mondiales de ces décisions? Oui, et c'est une chose que je crois toutes les banques centrales font, mais elles ont aussi toutes un mandat, une mission, un territoire plus ou moins grand qui y est associé. Et même si on tient compte des effets collatéraux que nos décisions ont dans d'autres régions du monde, on est aussi obligé de délivrer sur la base de son mandat. Mais je voulais juste ajouter un point sur ce que disait le président Macky Sall. Je pense que l'allocation des droits de tirage spéciaux, notamment aux 2 fonds dédiés du Fonds monétaire international qui ont pu être mobilisés dans les années 2022-2023, a été un grand pas en avant en direction du soutien aux pays en voie de développement. Et on peut espérer que ça se poursuive puisqu'il y a eu des allocations de droits de tirage spéciaux supplémentaires qui ont été décidées. Donc il faut espérer que chacun des pays qui le peut, dans les limites du droit évidemment applicable, continuera à réaliser cette allocation au bénéfice des pays qui en ont le plus besoin. Président, justement sur la question des 100 milliards, il y a des engagements, comme le dit Christine. Maintenant, il faut que ça devienne effectif. Nous avons eu à quelques-uns, dont Jean Hervé et d'autres qui sont dans cette salle, la grande chance de travailler avec vous depuis 2 ans sur des sujets financiers. Ce matin, l'un de nos collègues parlait de la mise en place des problèmes de notation des pays africains, en disant que les pays africains ne sont pas toujours bien traités par les agences de rating. On avait beaucoup travaillé avec vous sur les problèmes de DTS, réallocation. Quels seraient les messages que vous voudriez faire passer à nous, pays du Nord? Oui, merci et je remercie Christine vraiment pour ce qu'elle vient de dire sur les DTS. Les 2 fonds qui ont été mis en place, le fonds de résilience du Fonds monétaire et l'autre fonds, pour pouvoir être le réceptacle des DTS réalloués, bon, évidemment, doivent servir à financer les pays. J'ai beaucoup félicité le Fonds monétaire, mais jusqu'à la semaine dernière, il n'y avait que 7 pays qui avaient encore été financés et je pense que nous avons besoin d'accélérer ce processus. Et surtout qu'il n'y ait pas de conditionnalité nouvelle liée au climat ou à d'autres considérations. Mais les États qui ont donné, les pays qui ont donné le DTS, et le fonds doivent travailler, ainsi que nos banques multilatérales, pour pouvoir peut-être trouver un effet levier et utiliser cette manne pour la multiplier par 4 au moins, puisque les besoins sont si énormes pour l'ensemble des pays en développement que les seuls 100 milliards de DTS ne suffiront pas. Mais c'est déjà un ballon d'oxygène très important. Pour le reste, je pense qu'il faut continuer à plaider et à travailler avec les agences de notation, puisque malheureusement, elles sont 4 qui donnent les notations, et de leur notation dépend l'avenir des pays. Et parce que de leur notation dépend la réaction du marché et les assurances. Je veux vous donner un exemple simple. Si aujourd'hui le Sénégal ou un pays comme le Sénégal voulait prendre des crédits OCDE, crédits export, même si le financement nous ramène à des taux de l'ordre de 3,5%, 4% sur des durées de 10 ans, ce qui est encore faible comme durée, mais vous avez à payer une prime d'assurance qui va vous coûter 12%. Donc si vous rajoutez les 12 et les 3 ou 4%, nous sommes à 13-14% de taux d'intérêt. Voilà le problème. Donc dans ces conditions, on freine non seulement le processus de développement, mais on freine même les échanges, l'investissement entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et je pense que c'est là où nous devons ensemble travailler pour que les gouvernements du Nord accompagnent leurs entreprises en Afrique avec des mécanismes de financement adaptés, mais aussi que les règles de l'OCDE soient réformées pour justement revoir cette question du risque de perception, enfin du risque sur l'Afrique, alors que c'est plus la perception qui fait le mal plutôt que le risque.
que les Africains, malgré les difficultés, ils payent leurs dettes. Ils payent leurs dettes. Donc, il n'y a pas de raison qu'on mette des paramètres de risque qui renchérissent à ce point. Et lorsque vous prenez le crédit, vous êtes obligé de payer upfront ces 12%, donc de prendre un montant que vous payez immédiatement avant même de commencer les travaux. Donc voilà un peu les mécanismes qu'il faut changer afin d'augmenter les échanges entre le Nord et le Sud. Merci, Président. Nous devons absolument nous arrêter, mais merci infiniment pour ce moment. Applaudissons le... Merci à Christine Lagarde, merci au docteur Cheikh Anta avec lequel nous travaillons en confiance depuis 2 ans. Maintenant, le thème, c'est « Où sont les femmes ?» Donc, je m'en vais. Christine, par contre, Christine reste. Bon, au revoir.